Bonjour et bienvenue dans votre émission Derrière le CV, l'émission qui vous inspire et vous guide vers l'excellence. Aujourd'hui, un réel plaisir de se plonger dans l'univers du développement web applicatif avec comme invité M. Issa Ngom. Issa, bonjour. Bonjour Moustapha. Issa, vous êtes tech lead, architecte avec plus de 15 ans d'années d'expérience dans des multinationales en France mais aussi en Afrique. En quoi consiste votre métier? Quelles sont les tâches, les missions qui rythment votre quotidien? Alors, moi je suis un tech lead et un architecte logiciel. Donc quand on parle de tech lead, c'est la personne qui est en fait garant de la qualité du logiciel. Et quand on parle de qualité de logiciel, il y a plein d'aspects qui vont entrer en jeu, à savoir se focaliser sur une équipe de développeurs avec leurs compétences. Il y a aussi d'une part la compétence du tech lead, d'une part, et d'autre part, il faut comprendre un peu le métier du client. Ça, c'est une partie. Et l'autre partie, c'est d'avoir une appétence à résoudre des problèmes techniques et à accompagner donc les clients sur la réalisation de ses besoins techniques. Et du coup, Tech Lead, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes référent technique et qu'il y a une casquette management. Très bien. Exactement. Actuellement, en tant que Tech Lead, il n'y a pas seulement l'aspect technique et tout ce qui est expertise technique, mais aussi il y a l'aspect leadership technique. Donc, quand je parle de l'aspect leadership technique, c'est ce qu'on appelle les soft skills, donc à savoir la communication, la gestion de projet, etc. Et d'une part, il y a le hard skills qui, lui, est basé plutôt sur les parties techniques. D'accord. Et l'architecture, en quoi consiste l'architecture dans ce domaine? Alors, je vais juste lever un petit équivoque parce que moi, je suis actuellement tech lead et architecte qui est apparemment deux métiers différents. D'accord. Quand on est tech lead, on est un ancien développeur. D'accord. Et l'évolution logique d'un développeur, c'est d'être développeur, d'avancer sur l'aspect architecture applicatif et enfin pouvoir être tech lead. D'accord. Donc l'architecture, c'est une conception, c'est concevoir donc tous les briques logiciels qui vont être entrés en jeu pour la mise en place d'une application. Alors que le tech lead, c'est lui qui accompagne, qui guide, qui manage, donc qui drive les devs pour la mise en place de cette architecture-là. D'accord, d'accord. Je vois, on va parler un petit peu de spec technique parce que quand on parle de tech lead, on va quand même creuser sur l'environnement technique. Si on peut parler de domaine d'expertise technique, quels sont vos specs depuis le début de votre carrière? J'ai vu du .NET, j'ai vu pas mal de choses, mais je vous laisse nous exprimer un petit peu voilà, ces domaines d'expertise. Ok, alors Moustapha, vous voyez, un tech lead, il faut avoir beaucoup de cordes à son arc. Ça veut dire que moi, quand je vais parler de l'aspect technique, il y a plein d'activités, plein de compétences techniques qui sont entrées en jeu. On peut parler des langages de programmation. D'accord. Donc, c'est le langage qu'on utilise pour développer, etc., mettre en place toutes ces fonctionnalités. On va parler de bases de données peut-être. Donc, moi, je suis expert en SQL Server et tout ce qui est Postgres. On pourra parler de système. Quand je parle de système, c'est, disons, Windows Server. Donc, un outil pour déployer l'application. Il y a aussi l'aspect Azure, DevOps, AWS, etc. Donc, il y a le langage de programmation, d'une part, il y a la base de données, d'autre part, et il y a le système qui va héberger, en fait, l'application. D'accord. Et cet ensemble disons, d'environnement technique nécessite un process d'automatisation. D'accord. Donc, du début à la fin. D'où on parle de CI/CD, donc tout ce qui est intégration continue, déploiement continu, etc. Et pour ça, il y a l'outil Git et GitLab qui joue un rôle important par rapport à ça. Donc par rapport à l'automatisation de tout ce qui est déploiement continu, etc. On parle aussi de DevOps, tu vois. Oui, c'est la tendance. Voilà, DevOps, c'est la tendance et ça bouleverse le marché. Parce qu'avant, il y avait d'une part les développeurs dans leur coin qui codaient, mettaient en place les applications. D'accord. Et de l'autre côté, il y avait des gens qui géraient le système, etc. Et parfois, c'était pas évident de pouvoir mettre rapidement des évolutions des applications. D'accord. Et DevOps, il a cassé cette barrière-là. Aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir faire travailler ensemble les développeurs et les systèmes pour qu'on puisse automatiser le déploiement et pouvoir avoir rapidement des évolutions, par exemple, du logiciel à mettre en place. D'accord, d'accord. Donc, c'est de l'automatisation de pas mal de choses, des tâches
gagner plus en productivité. Exactement. L'automatisation, par exemple, des tests, D'accord. des aspects sécurité. Et là, moi, je parle de DevOps, mais maintenant, on parle plus de DevSecOps. DevSecOps. C'est quoi DevSecOps? À chaque fois, j'entends des nouveaux termes. On apprend toujours. Alors, tu vois, le DevOps, c'était à la base, comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'aspect développement et l'aspect système. D'accord. Et il se trouvait qu'il y a l'aspect sécurité qui n'était pas pris en compte au moment des phases de déploiement, de développement, etc. D'accord. Et le DevSecOps vient pour pallier à cela. C'est-à-dire que la partie sécurité, tout ce qui est aspect sécurité. Donc, SecOps, on fait référence à la sécurité. Exactement, très bien. Okay. Et l'aspect sécurité doit être pris en compte depuis le début en amont. D'accord. Donc, il faut automatiser les tests de sécurité, tout ce qui est tests automatiques, tests unitaires. Mais l'idée, en fait, on a les développeurs d'une part, on a les systèmes d'autre part. Et au milieu, nous avons les gens qui sont experts en cybersécurité, etc. pour sécuriser les applications. Il faut absolument avoir une vision globale de l'architecture, de l'écosystème pour pouvoir apporter des réelles solutions. Très bien, exactement. Merci Issa pour ces éclaircissements. Donc moi j'avais toujours des nuances entre DevOps, mais SecOps, tout ça c'est des nouveaux termes qu'on entend au quotidien. On va parler un petit peu toujours le métier du développeur parce que j'entends des développeurs full stack, des développeurs back-end, front-end. Quelle différence faites-vous entre ces types de profils en fait? Alors, pour faire simple, en fait, tu sais, le développement d'une application est composé de différentes parties. D'accord. Toi, en tant qu'utilisateur, quand tu veux interagir avec une application, tu cliques sur un bouton. Et tout ce qui est clic, bouton, remplir des formulaires, par exemple, login, mot de passe, c'est géré par le développeur front-end. Donc, ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit, c'est ce qui est visible. Donc, le front, c'est lui qui gère l'esthétique. D'accord. D'une certaine manière. OK. Alors, est-ce que là-bas, il y a des outils qui... Tout à fait. Sur le marché, il y a les outils qui sont en top actuellement. On peut parler de React, JS, on peut parler d'Angular et on peut parler de Vue.js. Donc, c'est des technos basés sur le socle de base, c'est le JavaScript. Mais c'est des frameworks qui permettent de mettre en place rapidement des interfaces qui sont réactives, qui sont user-friendly. D'accord. Et qui permettent de gérer tout cet aspect d'utilisateur. Très bien. Et ça, c'est donc une partie. Mais par exemple, pour communiquer avec tout ce qui est derrière, à savoir les données, la base de données, etc., il y a on peut mettre en place des API. Des API. Et les API. Et ces API sont basés sur un socle qu'on appelle du back. Donc, tout ce qui est traitement, appeler la base de données, communiquer, envoyer des données, recevoir des données, avant de les présenter sur la partie front, c'est ça qu'on appelle, c'est l'aspect back-end. Back-end, d'accord. Donc, dans les projets, on peut trouver des développeurs front-end qui s'occupent uniquement de l'esthétique. On choisit de l'esthétique. On peut trouver des développeurs back, donc qui s'occupent uniquement de tout ce qui est les fonctionnalités de base, la communication avec la base de données. D'accord. Un exemple simple, c'est par exemple, quand tu es dans un resto, tu commandes ton plat, on peut dire que le serveur, toi tu vois le serveur, c'est lui qui t'amène le plat. Bien sûr. Mais ces plats, ils sont concoctés où? Bien sûr. Il y a la partie back-end, c'est au niveau de la production. Très bien, la cuisine, etc. Donc c'est un exemple pertinent pour pouvoir comprendre donc, les aspects back-end et front-end. Je comprends. Et full stack? Alors full stack, c'est quelqu'un qui, soi-disant, maîtrise les deux. D'accord. Merci beaucoup Issa. Je vois que vous êtes titulaire d'un DES en ingénierie informatique avec plusieurs certifications. Je vois que vous aimez toujours faire des formations, des certifications. Oui. Qu'est-ce que vous a poussé à faire des études dans le développement? Alors, pour parler de cette histoire-là, donc, comme tu as pu le voir sur le CV, j'ai fait, après mon bac et après ma formation en DSS ingénieur informatique, d'accord. Et après 8 ans de carrière à Dakar, j'ai eu l'audace donc de déposer mon CV sur un job board en ligne. D'accord. Et j'ai reçu pas mal d'appels des entreprises françaises en fait, étant à Dakar. D'accord. Pourquoi? Parce que donc moi, à la base, quand j'étais venu à Paris pour mon premier job, il y avait un choc culturel déjà, mais l'idée c'était que j'étais assez bon sur ce que je faisais. D'accord. Et ce qui m'a fait venir ici, c'était ça. On peut dire que votre
clé du succès a été l'expertise que vous avez forgée. Exactement. Et là, c'est un conseil quand même qu'on peut donner à tout le monde. Tout à fait. Quelle que soit votre zone de localisation ou bien votre mobilité, il n'y a qu'une seule chose qui ne ment jamais, c'est la compétence professionnelle. La compétence professionnelle, pour moi, c'est votre clé de succès. C'est seul ça qui peut vous permettre aujourd'hui de voyager d'un pays à un autre. Tout à fait. Faire valoir ce qu'on sait faire. Tout à fait, et partout ailleurs. D'accord. Il y a quelques compétences qui te permettent de faire valoir, d'être respecté et d'être vu comme quelqu'un qui peut apporter quelque chose dans le domaine de l'informatique comme dans d'autres domaines. Et pour la partie culturelle, donc la partie culturelle, comme j'ai dit, il faut avoir ce mindset, avoir un esprit d'ouverture, c'est un. Et de deux, il ne faut pas faire semblant d'être intégré. D'accord. Soit toi, soit naturel, mais montre-le que tu as l'esprit d'ouverture pour s'adapter. C'est important. Et ça c'est ça qui m'a permis d'être à l'aise et de bosser ici à Paris. Et ça fait plus de 5 ans que je suis là. Et j'ai progressé de développeur à Tech Lead. À Tech Lead. En tout cas, félicitations, c'est un parcours incroyable. Je vois qu'aussi vous êtes chef de projet en intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, fameux. Tout à fait. Voilà, outil en tout cas intelligence artificielle qui est aujourd'hui en train d'envahir notre vie au quotidien depuis des années. Pour vous, quelles sont les limites et les avantages du développement de de l'IA? Alors, moi, je considère que l'IA, l'intelligence artificielle, on peut dire que c'est ce que la révolution industrielle a apporté à cette époque-là. D'accord. C'est-à-dire que l'IA, pour moi, c'est un outil qui nous permet d'être efficace, donc d'avancer rapidement sur certaines tâches. D'accord. Donc, moi, en tant que, si je prends l'aspect développement, l'IA nous permet d'automatiser et d'être efficace sur nos recherches. Mais il y a ses limites. Comment, avant de parler de l'IA, parce qu'on parle souvent de l'IA, pour les personnes qui ne connaissent pas, ça fonctionne comment? C'est via des algorithmes? Et c'est qu'est-ce qu'un algorithme? Alors, l'IA, c'est un domaine un peu vaste quand même, ça va. Et je vois dans les voitures, dans tous les domaines, dans la restauration, partout il y a de l'IA. Aujourd'hui, il y a pas mal de postes qui commencent à disparaître. Exactement. Comment fonctionne l'IA? Alors, l'IA, comme j'ai dit, c'est un domaine vaste. Et ce qui a fait que tout le monde parle de l'IA, c'est ChatGPT. ChatGPT, c'est juste une application de l'IA. C'est pas ChatGPT l'IA, c'est une application de ce domaine-là. D'accord. On est d'accord. L'IA, c'est beaucoup plus vaste. C'est l'automobile. Il est même dans tous les outils possibles, mais c'est juste, en fait, l'IA nous permet d'aller rapidement, d'aller beaucoup plus vite. D'accord. Je te donne un exemple simple. Si tu prends toi en tant qu'individu, tu peux calculer des chiffres, genre tu fais des calculs d'un ensemble d'opérations. D'accord. Mais mets ça dans une machine à calculer, ça va beaucoup plus rapide. Bien sûr. Donc actuellement l'IA, pour l'utiliser, c'est pour nous rendre beaucoup plus efficace sur les travaux répétitifs, la productivité, sur la productivité, etc. D'accord. Mais ses limites, c'est par rapport à l'aspect humain. D'accord. Tu sais, la compréhension profonde du contexte, une machine IA ne peut pas. Quand je parle de la compréhension profonde, ça veut dire que l'IA, il se base uniquement sur les données à sa disposition. D'accord. C'est l'individu qui lui donne ces données-là. Ça veut dire aujourd'hui, si on pousse un petit peu à la profondeur, on a du mal à... On peut voir un petit peu, il y a des limites concernant. Il y a des limites. Tant mieux, parce que et c'est pas tout. Moi, dans notre fonction, le recrutement, pour moi, on ne peut pas remplacer l'individu quand même, parce qu'il y a des appétences, il y a un petit peu, voilà, faut centrer les personnes, et je pense pas que l'IA aussi, quand même, peut remplacer. En fait, moi, ce qui m'étonne, c'est que pourquoi on pose cette question, est-ce que l'IA peut remplacer l'individu? Pour moi, la question à poser, c'est comment je peux utiliser l'IA pour être efficace. D'accord. Pour moi, c'est ça la question, la vraie question. Mais l'IA remplacer l'individu, il y a des secteurs, c'est pas tout de suite en fait. Quand je parle du développement, quand je parle... Mais on sent qu'il y a pas mal de postes aujourd'hui qui commencent à disparaître. Je suis d'accord. Dans la restauration, dans tous les domaines d'activité. Mais Moustapha, l'IA... Pour les chefs d'entreprise, ça peut être bien parce qu'aujourd'hui, on paye pas... Enfin, peu de charges et on prend peu de personnel. Mais on est dans un monde où les gens sont au chômage, donc il y a des postes qui doivent continuer à exister. Mais l'IA, Moustapha, il crée aussi d'autres emplois. D'accord, très bien. Donc l'objectif, c'est d'être ouvert et de voir quels seront les emplois de demain créés par l'IA.
Donc, du coup, les étudiants, en tout cas, toutes ces personnes qui rêvent de bâtir une carrière professionnelle, c'est important de se questionner sur le marché de l'emploi, regarder un petit peu quels sont les métiers qui sont les plus demandés, parce que dans ce domaine, en tout cas, du développement, que ce soit du web ou bien de l'application, c'est un domaine où on ne peut pas chômer parce que il y a une pénurie de candidats, c'est la guerre des talents et je pense que M. Issa en est la parfaite illustration parce qu'il était depuis le Sénégal, il a été débouché avec des multinationales et aujourd'hui il est tech lead et architecte dans une société ici en plein Paris. Issa, si on peut donner un petit peu des conseils à toutes ces personnes qui nous regardent et qui veulent bâtir une carrière comme vous, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, dans mon domaine, dans le domaine de l'informatique, moi, je donnerais juste 2 conseils, 2 ou 3. Tout le temps, essayer d'accroître ces domaines de compétences, essayer de se former, de faire des certifications pour aiguiser ses compétences. Tout le temps, être à jour par rapport à ce qui se fait, etc. D'accord. C'est une phase d'auto-formation. D'auto-formation, d'accord. Il y a la discipline. Il y a la discipline quand même. Il faut être autodidacte. La personne, si tu veux avancer dans la vie, il faut être autodidacte. Même partout ailleurs. C'est important. Il faut être autodidacte, ça veut dire que toi, en tant qu'individu, tu peux apprendre plein de trucs pour toi-même. Et la seule chose, en fait, il nécessite juste l'autodiscipline. Il faut aimer le challenge, en fait. Il faut oser relever les défis. Uniquement, c'est en relevant les défis qu'on peut progresser. D'accord. Et c'est ça qui m'a permis de... Goût du challenge. De goût du challenge. J'aime beaucoup relever les défis et c'est ça qui m'a permis d'être là où je suis actuellement. Et l'audace. Le troisième... C'est l'audace. C'est l'audace. Juste un mot de la fin, c'est en fait vous féliciter l'équipe sur cette émission-là. D'accord. Qui, à mon avis, est une émission qui intéressait pas mal de jeunes qui sont à la recherche de devenir. J'aurais aimé avoir cette émission quand je retourne il y a 5-8 ans pour pouvoir être inspiré par ce genre d'émission. D'accord. Merci Issa et l'émission tire à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un autre expert pour voir ce qui se cache derrière son CV.